Le carton de déménagement était sur mon bureau quand j'ai découvert que mon propre fils avait signé ma mutation forcée. À 63 ans, je pensais enfin avoir trouvé ma place. Pas dans l'entreprise où j'avais travaillé pendant 30 ans comme comptable, non, cette époque était révolue après une restructuration qui m'avait laissé avec une retraite anticipée modeste. Ma vraie place, je l'avais trouvée dans le sous-sol réaménagé de la maison de mon fils Thomas, à Nantes. Un petit appartement indépendant qu'il avait créé spécialement pour moi. Maman, tu serais parfaite ici, m'avait-il dit quand sa femme Céline était enceinte de leur deuxième enfant. Les jumeaux auront bientôt 3 ans, et avec le nouveau bébé, on a vraiment besoin de toi. Et moi, naïve, j'ai cru que c'était de l'amour. J'ai vendu mon petit appartement à Saint-Nazaire, celui que j'avais acheté après le divorce. J'ai emballé mes souvenirs, mes meubles, ma vie entière, et je me suis installée chez mon fils. Officiellement, je payais un loyer symbolique de 150 € par mois juste pour couvrir les charges supplémentaires, disait Thomas. Mais en réalité, j'étais devenu leur employé non déclaré. Chaque matin à 6 heures, je montais préparer les petits déjeuners. Pendant que Thomas et Céline se préparaient pour le travail, je m'occupais des jumeaux Lucas et Emma puis du petit Théo quand il est né. Je les emmenais au parc, je préparais leur goûter, je les récupérais à la crèche les jours où elle fermait tôt. Les courses, le ménage, la cuisine, tout naturellement, c'est devenu ma responsabilité. Maman, tu es tellement douée pour ça, me disait Céline en rentrant du travail, épuisée de ses journées à l'hôpital où elle travaille comme infirmière. Et moi, je souriais. J'étais utile. J'étais aimée. J'étais nécessaire. Pendant 2 ans et demi, j'ai vécu cette illusion parfaite. Thomas dirigeait un petit café dans le centre-ville de Nantes, le comptoir de Thomas qu'il avait ouvert avec ses économies et un prêt bancaire. Il était fier de son affaire, et moi, j'étais fier de lui. Je l'aidais parfois avec la comptabilité, forte de mon expérience professionnelle. Tu as un don pour les chiffres, maman me disait-il quand je l'aidais à optimiser ses coûts ou à négocier avec les fournisseurs. La routine était réglée comme du papier à musique. Le matin, après avoir préparé le petit déjeuner familial, je gardais les enfants pendant que Thomas partait ouvrir son café à 7 heures et que Céline prenait son service à l'hôpital à 8 heures. L'après-midi, quand les enfants faisaient leur sieste, j'avais quelques heures pour moi, mes lectures, mes programmes télé, mes petites sorties en ville. Le soir, quand ils rentraient, je remontais dîner avec eux. On regardait un film, on parlait de tout et de rien. Thomas me racontait ses journées au café, les clients réguliers, ses projets d'extension. Céline partageait ses histoires de l'hôpital. Et moi, je me contentais de mes anecdotes avec les enfants. C'était simple. C'était doux. C'était une famille. Jusqu'à ce matin de novembre où Thomas a frappé à ma porte avec une expression que je ne lui avais jamais vue. « Maman, il faut qu'on parle. » Il s'est assis à ma petite table de cuisine, a posé une enveloppe devant moi et a évité mon regard. « Les charges ont augmenté » a-t-il commencé. « L'électricité, le chauffage, l'eau, avec l'inflation, on n'y arrive plus. » J'ai ouvert l'enveloppe. Une facture. 400 € de loyer mensuel, plus 150 € de charges. Au total, 550 € par mois. Thomas, c'est le double de ce qu'on avait convenu. Je sais, maman. Mais regarde les factures. Elles ont explosé. Et puis, il a enfin croisé mon regard. Tu utilises beaucoup d'électricité avec ta télé, ton chauffage d'appoint, tes appareils. C'est normal que tu participes plus. J'ai senti quelque chose se casser dans ma poitrine. Pas de colère, pas encore. Juste une froideur soudaine, comme si on venait d'ouvrir toutes les fenêtres en plein hiver. Et pour les enfants? Ai-je demandé calmement. Pour les courses que je fais, les repas que je prépare, les trajets à la crèche. Il a eu l'air gêné une seconde, puis il a retrouvé sa détermination. Maman, personne ne t'oblige à faire tout ça. Si c'est trop pour toi, on peut s'organiser autrement. S'organiser autrement. Comme si j'étais devenu un problème à résoudre. J'ai signé le nouveau bail sans dire un mot. Thomas a paru soulagé, m'a embrassé sur le front comme quand j'étais une petite fille sage, et il est remonté retrouver sa vraie famille. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. J'ai repensé à tout. Aux petites phrases qui auraient dû m'alerter. Maman, tu pourrais faire les courses en passant. Maman, tu peux récupérer les enfants? On a un imprévu. Maman, la machine à laver fait un bruit bizarre, tu peux t'en occuper. Jamais un merci qui sonnait sincère.
Jamais une reconnaissance pour les heures que je passais à m'occuper de leur vie pendant qu'ils construisaient leur carrière. Toujours cette politesse distante quand je n'étais plus utile. Toujours cette façon de m'exclure des vraies décisions familiales. J'étais devenue la baby-sitter qui dort sur place. Le lendemain matin, j'ai préparé le petit déjeuner comme d'habitude. J'ai habillé les jumeaux, j'ai donné son biberon à Théo. Quand Thomas et Céline sont partis au travail, j'ai attendu que les enfants soient à la crèche. Puis j'ai fait mes valises. J'ai loué une chambre dans un petit hôtel près de la gare. 60 € la nuit, moins cher que ce que j'allais payer pour être leur domestique. J'ai laissé un mot simple sur la table, j'ai besoin de réfléchir. Je reviens chercher mes affaires plus tard. Dans cette chambre d'hôtel impersonnel, avec vue sur le parking de la gare, j'ai enfin pleuré. Pas de tristesse, de rage. Une colère froide et précise que je ne me connaissais pas. J'ai commencé à faire mes comptes. En 2 ans et demi, j'avais économisé près de 8 000 € en frais de garde d'enfants qu'ils n'avaient pas eu à payer. Sans compter les courses, les repas, le ménage, les trajets. Une aide ménagère déclarée aurait coûté au moins 15 € de l'heure. Une nounou, 20 €. Pour 40 heures par semaine, j'avais offert plus de 100 000 € de services gratuits à ma propre famille. Et ils me réclamaient une augmentation de loyer. C'est en triant mes papiers que j'ai retrouvé le dossier. Une chemise que j'avais complètement oubliée, datant de mes derniers mois comme comptable. Monsieur Bertrand, un de mes anciens clients. Un homme âgé qui tenait un petit commerce et qui m'avait demandé d'organiser sa succession. Ses enfants étaient partis vivre à l'étranger et ne s'occupaient plus de lui. Alors il avait pris une décision radicale, léguer ses biens à des personnes qui l'avaient aidé dans ces dernières années. Sa femme de ménage, son médecin, sa voisine qui lui apportait ses courses. Et moi, qui l'avais aidé à démêler ses finances quand tout le monde l'avait abandonné. Le testament était clair, 30% de ses parts dans la SCI propriétaire de l'immeuble rue Crébillon, en plein centre de Nantes. L'immeuble où Thomas avait loué son café. Monsieur Bertrand était décédé 8 mois plus tôt. Les démarches notariales avaient pris du temps et j'avais complètement oublié cette histoire dans le chaos de ma nouvelle vie familiale. Maintenant, j'étais officiellement copropriétaire de l'immeuble qui abritait le café de mon fils. Le lendemain, j'ai rencontré le notaire. Mais par me donner un droit de regard sur la gestion de l'immeuble et sur les décisions concernant les locataires commerciaux. Thomas avait un bail commercial standard, mais le loyer n'avait pas été réévalué depuis 2 ans. Madame Moreau m'a expliqué, maître Durand, en tant que copropriétaire, vous avez le droit de demander une réévaluation du loyer commercial de votre fils. C'est même recommandé, compte tenu de l'évolution du marché immobilier nantais. J'ai réfléchi 3 jours. 3 jours dans ma chambre d'hôtel à regarder les trains partir vers d'autres vies. Thomas m'a appelé 2 fois. La première pour me demander quand je rentrais parce que Céline était débordée avec les enfants. La deuxième pour s'inquiéter mollement de ma santé. Jamais pour s'excuser. J'ai pris ma décision. Le nouveau loyer commercial était légalement justifiable, 1 200 € par mois au lieu de 8 cents. Une augmentation de 400 €, exactement ce que Thomas m'avait réclamé. Il a reçu la notification du syndic un mardi matin. Il m'a appelé, paniqué. « Maman, tu es au courant? Ils veulent augmenter le loyer du café. C'est de la folie, je ne pourrai jamais payer ça. » « C'est le prix du marché, Thomas, ai-je répondu calmement. Tu n'as qu'à négocier. Négocier avec qui? C'est une SCI, je ne connais même pas les propriétaires. Alors renseigne-toi. Il a mis 1 semaine à découvrir que j'étais l'une des propriétaires. 1 semaine pendant laquelle il a appelé tous les soirs pour me supplier de revenir, parce que les enfants me réclamaient, parce que Céline n'y arrivait plus, parce qu'ils avaient besoin de moi. Jamais parce qu'il regrettait. Quand il a enfin compris, il a débarqué à mon hôtel. Rouge de colère, les traits tirés. Comment tu as pu me faire ça? Je suis ton fils. Et moi, je suis ta mère. Ça ne t'a pas empêché de me traiter comme une employée. C'est différent. Tu ne peux pas détruire mon business pour une histoire de loyer. Je ne détruis rien, Thomas. Je te demande de payer le prix juste pour ton local. Comme tu m'as demandé de payer le prix juste pour le mien. Il est resté silencieux un long moment. Puis, plus doucement. Maman, reviens à la maison. On peut s'arranger? Non, ai-je dit. On ne peut plus s'arranger. Tu as cassé quelque chose, Thomas. Tu m'as réduite à une facture. Thomas a essayé de tenir 6 mois. Il a rogné sur tout, moins de personnel, moins de produits frais, des horaires réduits.
Le café a perdu sa clientèle petit à petit. Les comptes étaient dans le rouge. Il a fini par fermer en mai. Moi, j'avais utilisé mes économies pour acheter une petite maison à La Baule. Face à la mer, avec un jardin où je cultive mes légumes et mes fleurs. J'ai 65 ans, une retraite modeste mais suffisante, et une paix que je n'avais jamais connue. Parfois, Thomas m'envoie des messages. Céline aussi. Ils me disent que les enfants me réclament, que j'ai ma place dans leur famille, que tout peut redevenir comme avant. Ils ne comprennent pas que comme avant n'était qu'une illusion. Hier, j'ai créé un compte sur les réseaux sociaux. J'ai publié une vidéo simple, dans ma cuisine ensoleillée de La Baule. J'ai raconté mon histoire. Sans colère, sans amertume. Juste la vérité. Une grand-mère qui avait donné 2 ans et demi de sa vie pour aider sa famille. Qui avait découvert qu'aimer ne suffit pas quand l'autre vous considère comme acquise. La vidéo a été vue plus de 100 000 fois. Les commentaires sont remplis de femmes qui racontent des histoires similaires. Des mères, des grands-mères, des femmes qui se sont oubliées pour leur famille. Avec les revenus de ma part dans la SCI, j'ai créé une fondation. Les Grands-mères libres, un fonds qui aide les femmes de plus de 60 ans à retrouver leur indépendance après avoir tout donné aux autres. Thomas a fini par retrouver un emploi de comptable dans une entreprise de Nantes. Céline travaille toujours à l'hôpital. Ils ont embauché une assistante maternelle pour les enfants. Ils paient maintenant ce qu'ils auraient toujours dû payer. Quant à moi, je me réveille chaque matin face à l'océan. Je bois mon café en écoutant les mouettes. Je lis, je jardine, je me promène sur la plage. J'ai rejoint un club de lecture, un groupe de randonnée. Je vis enfin pour moi. L'autre jour, Emma, ma petite fille, m'a appelé en visio. Elle a 6 ans maintenant, et elle m'a dit « Mamie, ta maison est belle. Tu es contente maintenant ?» « Oui, ma chérie, ai-je répondu. Mamie est très contente. » Et c'était vrai. Parfois, l'amour le plus fort qu'on puisse donner à quelqu'un, c'est de lui apprendre à se passer de nous. Thomas a appris. Moi aussi. Il n'y a pas eu de réconciliation, pas de pardon dramatique, pas de fin de conte de fées. Il y a eu juste une femme qui a choisi de se respecter. Et c'est la plus belle histoire que j'ai jamais vécue.